Eh bien, le bonjour ou le bonsoir à tous, c'est Mister Cult, Nicolas. J'espère que vous allez tous très bien. Ça y est, on est début mars. L'hiver commence un petit peu à nous quitter. On se rapproche tout doucement du beau temps. Il fait beau en Alsace, donc profitons-en. Le soleil commence à arriver, donc ça y est, le froid va bientôt partir. Le beau temps commence à arriver, donc ça fait plaisir. On se retrouve pour un nouvel entretien ciné. C'est un concept que je fais souvent depuis quelques années, où j'invite un de mes confrères youtubeurs à parler un petit peu de cinéma, de sa passion pour le cinéma et éventuellement d'un de ses films un petit peu, d'un de ses films de chevet. Après, Jonathan Asia, Max Pereira, le beau parleur du cinéma, ou même récemment Alice Decrypt, bah c'est au tour d'une autre critique féminine de s'atteler à ce jeu-là et qui en plus a choisi un film que, si vous voyez mon décor, voilà, moi personnellement ça me fait plaisir, j'aime beaucoup ce cinéaste, j'aime beaucoup ce film, donc ça sera vraiment plaisant de parler. Je veux bien sûr parler de Tiffany du Petit Vidéo Club et je vous l'envoie tout de suite. Salut Bonsoir. Tiffany, comment tu Salut. vas? Bah bien et toi? Bah, super, super. Comme je l'ai dit, voilà, ça y est, il commence à faire beau en Alsace et c'est une région où c'est toujours un petit peu compliqué niveau temps. Je sais pas, toi de ton côté, si Bah c'est pareil. dans le centre aussi, ouais, c'est pas. Mais là, ouais, ça fait une bonne semaine que on a beau temps. Ça fait du Ah, bien. ça fait du bien, ça fait plaisir. Surtout qu'en plus, moi, il y a 2 semaines, j'avais une semaine de vacances, donc où il a fait moche. Et la semaine suivante, je vois le soleil. Je lui dis, tu pouvais pas venir une semaine avant? Non. Ouais, bah, je crois qu'on était en vacances peut-être la même semaine parce que Ouais. on n'a pas eu une belle semaine de vacances non Je plus. confirme, je confirme. Tiffany, toi et moi, ça fait pas longtemps qu'on se connaît. Je crois, disons à Oui. peu près, je crois, un peu plus d'un mois. Je crois qu'on avait fait un Bah live ensemble. début janvier, tu m'avais invité sur ton live de début janvier. Oui, c'était le live, je sais plus, c'était le live spécial année, je crois, où justement on était revenu sur les films de l'année dernière, hein. C'était ça, je Oui, crois. c'est ça. C'est ça le live spécial 2025. D'ailleurs, il y a alors je sais pas quand est-ce que la vidéo sortira, mais il y a un nouveau qui devrait pas tarder. On reviendra sur 1999. Voilà, c'est différents concepts comme cet entretien ciné. Du coup, bah justement, je voulais qu'on parle un petit peu de toi, peut-être pour les gens aussi qui ne te connaissent pas. Donc, ça permettra un petit peu, ben, pour les gens de découvrir un petit peu ton travail et d'où t'es venu un petit peu, pourquoi tu t'es lancé un petit peu dans la critique ciné. Mais d'abord, une présentation de toi. Alors, je m'appelle Tiffany, j'ai bientôt 32 ans. Je me suis lancée sur Instagram, c'était fin novembre de l'année dernière. Et du coup, j'axe surtout sur... je suis quelqu'un qui adore déjà le format physique. Je défends vachement ça. Ça me tient beaucoup à cœur, que ce soit la VHS, le DVD, le Blu-ray. Ce que je veux par-dessus tout, c'est bien les critiques ciné des films qui viennent de sortir et tout ça. Sauf que j'ai l'impression qu'il y a tout le monde qui le fait. Et du coup, moi, j'avoue que j'ai une appétence particulière pour les films d'horreur. J'aime beaucoup les petites séries B, les films un peu considérés comme des nanars. Enfin, je pars du principe que un film, c'est pas parce que il est mauvais, nul, tout ce que tu veux, qu'il en est pas moins intéressant. Je J'ai me une reconnais, je me reconnais tellement en toi, t'es mon pendant féminin. Parce que moi aussi, j'aime beaucoup le cinéma d'horreur, je défends énormément la série B et pareil comme toi, je défends le format physique que je continuerai à défendre et que je continuerai à acheter. Bon, maintenant, le DVD pour moi, c'est fini. Maintenant, je me suis mis au Blu-ray, tu vois. Ouais, moi, j'ai pas encore passé parce que je chine beaucoup d'occasions, que ce soit sur les brocantes, dans les magasins d'occasion et tout ça. Et c'est vrai que principalement, des fois, il y a des petites pépites, des trucs pas très connus qu'on trouve qu'en DVD. Du coup, j'aime bien chiner. Euh, Moi, je me laisse souvent appâter par des jaquettes un peu creepy, un peu cringe. J'avoue que j'aime bien. C'est vrai que sur cet aspect-là, je trouve que le cinéma des années 70-80 arrivait quand même à nous proposer de très belles affiches. Je parlais d'entretien ciné au mois de novembre-décembre. J'avais un entretien avec Laurent Melki que j'avais rencontré il y a Ah, quelques années au Bloody Weekend, qui est un dessinateur et qui avait fait des affiches
de films d'horreur durant les années 70-80, que ce soit bon, même pour d'autres, hein, Jean-Paul Belmondo, mais qui avait fait pour des Cronenberg, notamment Vidéodrome, qui avait fait des affiches pour Lucio Fulci. Donc c'est vrai qu'à l'époque, on avait des affiches qui marquaient la rétine, vraiment, qui vraiment, ça nous donnait envie de regarder le film, voire même de l'acheter. Je trouve que les belles affiches aujourd'hui, quand tu vas au cinéma, c'est difficile ça vend pas forcément du rêve, tu vois. Vraiment, sur ce côté-là, le côté rétro, c'est plus tentant, tu vois. Il y a un charme qu'il y avait avant, qui a peut-être moins maintenant. On s'arrête peut-être moins aujourd'hui sur les affiches des films. Ouais, Tu vois les affiches que Laurent Melchiel a fait, par exemple, pour les Freddy, elles sont sublimes. Maintenant, t'as plus de jaquettes, d'affiches comme ça pour... Voilà. Elles sont plus simples, ou alors des fois c'est un petit peu, t'as l'impression que c'est fait par rapport à le stagiaire, tu sais, il y a un côté Photoshop, genre je sais pas si t'as vu, je viens de sortir au moment où on fait cet entretien, je viens de sortir ma critique de Scream 7 et j'ai pas encore écouté. D'accord, il n'y a pas de souci, et je te conseille pas d'aller voir le film, enfin si t'es fan de Scream tu vas le voir, mais tu risques d'être déçu peut-être, mais tu vois l'affiche, même déjà pour les anciens, t'as l'impression que tu vois Ghostface en arrière-plan tout gros, et puis après t'as ça pullule, tu mets tous les personnages comme ça, mais n'importe comment, même t'as ça aussi pour des Marvel, genre je crois que c'était Spider-Man No Way Home, t'as 4-5 Spider-Man dans l'affiche, tu te dis mais c'est dégueulasse en fait, c'est moche, ça me donne pas envie, tu vois. Donc voilà, sur cet aspect-là, je trouve qu'on a, on a énormément perdu. Je pense qu'on a toujours des talents, hein, dans la photo pour faire des affiches, mais il faut trouver un juste milieu, ou peut-être on trouve souvent des belles affiches plutôt dans le cinéma indépendant, ou comme tu disais le cinéma bis. Je trouve qu'il y a même des films de festival qui arrivent encore à trouver à nous vendre du rêve sur cet aspect-là. Je voulais revenir aussi par rapport au format physique, puisque tu as dit que comme moi tu défends ça, et ça me fait toujours énormément plaisir de voir encore des gens qui tiennent encore le coup. Pourquoi, toi, le format physique dans le cinéma, ça reste quelque chose d'important? Alors, il faut savoir que j'ai grandi avec un papa cinéphile qui regardait beaucoup de films. Et on avait... Alors, quand j'étais gamine, on avait une étagère, mais... il avait peut-être, je sais pas combien de cassettes, peut-être 500 VHS, copieuse. Vraiment, c'est pareil. Une collection. Et j'avais fait une vidéo sur Instagram où je parlais des VHS télécassettes, parce que du coup, pour le coup, mon père, il en avait 10 tonnes. Et du coup, en fait, j'ai fait un peu ma cinéphilie comme ça. Est-ce que ton père, il avait aussi les magazines télécassettes, où derrière, tu sais, t'avais les jaquettes pour les VHS qu'il découpait et qu'il utilisait pour les... Oui, bah c'est ça. Et en fait, il faisait pareil. Il faisait ses cassettes comme ça, mais j'en ai... Mais ce week-end, j'ai remis le nez dedans et tout, parce que je commence à faire du tri, mais j'en ai une blinde. Je crois que je viens de trouver ma sœur cachée. C'est pas possible. Et en fait, j'ai grandi avec ça, et j'ai regardé mes VHS hyper tard. En 2016, j'étais à la fac, j'en regardais encore. Jusqu'au moment où le magnétoscope de ma télé cathodique décide de manger mes cassettes. Voilà. Donc là, je pense de plus en plus à essayer de retrouver quelque chose pour pouvoir lire les cassettes à nouveau. Voilà. D'accord. Donc c'est parti de là, en fait, cet amour pour le format physique. Et puis j'ai un papa qui achetait tout le temps des DVD. Donc moi après, en fait, j'ai fait pareil. Par contre, du coup, t'as pas vraiment répondu à ma question. Du coup, je voulais savoir le format physique, pourquoi ça reste encore aujourd'hui quelque chose d'important? Parce que tout simplement, quand j'aime bien des films, j'aime bien les avoir en DVD. J'aime bien juste le kiff d'acheter ton petit DVD, de le ranger, de le sortir de son boîtier, de le regarder. Voilà, c'est ce qu'on perd un peu avec l'arrivée des plateformes de streaming et tout. C'est cool, mais en même temps, voilà, il y a des gens... Elle reste pas aussi, hein. Comment ? Les films ne restent pas sur les plateformes. Des fois, tu as des films, ça va rester 4-5 mois, voire 1 an sur Netflix, Amazon, et puis après, il va être supprimé. Et tu fais « Ah, je voulais le voir, maintenant, je peux plus. » C'est ça qui est cool avec le DVD. Et puis, moi, vraiment, les films que j'aime bien, je les ai et en DVD et en Blu-ray.
Enfin voilà quoi, c'est vraiment c'est hyper important quand je vois qu'il y a des gens, ils ont pas de DVD, qui n'achètent pas de DVD. Moi, c'est vrai que ça me choque un petit peu. Enfin, je me dis, il y a un film que t'aimes bien, oui, il va être, comme tu dis, sur une plateforme de streaming, mais bon, quand il y est plus, tu peux plus le regarder en fait. C'est ça. Et puis, ce qui peut être plaisant aussi pour nous, en plus, qui aiment cinéphile, il y a certains films qui nous ont marqué. Ce qui est bien souvent dans le DVD ou dans le Blu-ray, bon, pas la VHS, il y avait surtout que le film, mais c'est qu'en plus, il y a une quantité de bonus qui peuvent être super intéressants, des interviews du réalisateur ou des making-of, ou par exemple, je sais pas, tu avais un film qui t'a marqué, par exemple, je sais pas, Matrix, le Seigneur des Anneaux, tu regardes le making-of sur comment ils ont fait les décors, comment ils ont fait les effets spéciaux, et tu dis, punaise, ça vend de la magie, c'est vraiment toute la magie du cinéma sur comment la construction d'un film, la fabrication, pour justement essayer de nous faire croire à cet univers quand tu regardes le film aussi. C'est aussi quelque chose d'important, en tout cas pour nous les cinéphiles. Peut-être qu'il y en a d'autres, ils regardent le film, c'est presque de la consommation et c'est oublié. Nous, il y a des films qui nous ont marqués et t'as aussi un petit peu la curiosité. Si peut-être, moi j'ai été dans une école de cinéma à l'université de Strasbourg, donc forcément on nous apprenait à analyser les films, donc tu avais aussi un petit peu envie de creuser à côté, de voir tout l'aspect technique, la composition musicale, les effets spéciaux, le casting, la mise en scène. Donc c'est aussi quelque chose d'important que aussi tu peux retrouver dans le format physique grâce au bonus aussi. C'est ce qui m'avait donné aussi envie de travailler dans le cinéma, c'est quand je regardais les DVD, c'est quand moi j'allais tout le temps au bonus. J'allais tout le temps et j'aimais trop voir les making-of des films et tout. Et c'est vrai que ça faisait rêver quelque part de voir un peu comment se passait un tournage, tout ça. Et c'est vrai que tu as ça avec les DVD. Et ce qui est bien, c'est que quand tu as des rééditions de vieux films, tout ça, en fait, souvent, t'as vachement de bonus en plus. Ouais. Donc c'est ça aussi qui est cool, c'est que tu peux, surtout sur des vieux films et tout, c'est intéressant. Par contre, des fois, il faudrait quand même. Alors, autant je suis très content qu'il y ait des rééditions pour des films qui étaient des fois peut-être un petit peu perdus et qu'on retrouve, ça fait plaisir. Par contre, tu as souvent certains classiques, ça serait bien qu'ils évitent de refaire des rééditions tous les 5-10 ans. Par exemple, il n'y a pas longtemps, ils ont fait encore une nouvelle édition de Halloween, par exemple. Donc, tu es là, tu fais édition 20e, édition 30e, édition Ouais, c'est vrai qu'il y 50e en a anniversaire. Stop, à un moment, c'est pareil pour les coffrets Aliens. À un moment, si t'es fan d'Aliens, tu vas tous les acheter, les coffrets, quand à chaque fois il y a un nouveau qui va sortir. Coffret avec les 7 films. Oui, bon, jusqu'au prochain, coffret 8 films. Stop, à un moment. Ou c'est pareil, les coffrets Retour vers le futur. J'ai l'impression que tous les 2 ans, ils en sortent un nouveau. Ils avaient ressorti un coffret Seigneur des Anneaux aussi. Je voulais aussi un petit peu revenir juste avant, justement, ta passion pour le cinéma. À quel âge ça a commencé à émerger chez toi? Pourquoi le cinéma, c'est devenu une passion? Ça a commencé dès que on m'a mis devant la télé, je pense. Vraiment, mes premiers souvenirs, c'est vraiment, je devais avoir peut-être 6 ans. Et très vite, très vite, j'ai su en fait me poser devant un film, regarder un film. Et j'ai eu très vite une capacité à prendre du recul, à me poser des questions et à analyser. Voilà, ça c'est venu très tôt. Tu te souviens de ton premier film? Non, mais je me souviens d'un film que j'ai vu depuis que je suis gamine, que c'est un de mes films préférés. C'est Le Choc des Titans. La L'original? version. Ouais, et celui-là, j'ai poncé la cassette et j'adore ce film. Et quand j'étais gamine, vraiment, il me mettait des paillettes dans les yeux, quoi. Les effets spéciaux, Enfin, moi, je trouvais ça incroyable. Et Les effets spéciaux signés Ray Harryhausen, la légende. ouais, bah Magnifique. oui. Et d'ailleurs, j'aime. Bon, Le Choc des Titans, c'est mon préf. Après, j'aime bien Sinbad, j'aime bien Jason et les Argonautes. Ouais. Mais Le Choc des Titans, il y a. Voilà, toute l'histoire, tous les effets spéciaux et tout, pour moi, c'était fou. Et voilà, ça a commencé comme ça. Je piquais, enfin, mes parents nous mettaient devant les films. Et puis moi, après, j'ai eu assez tôt une télé dans ma chambre. Je crois qu'à 8 ans, j'avais ma télé dans la chambre, ma petite télé cathodique là. Et puis en fait, j'enchaînais les VHS. Voilà.
ça s'est construit comme ça. Ton père, comme le mien d'ailleurs, paix à son âme, était très cinéphile. Donc, est-ce que, bon, tu m'as dit qu'il t'a mis très tôt à la télé, mais comme tu m'as dit avant, t'es quelqu'un qui aime beaucoup le genre horrifique. Est-ce qu'il était un petit peu comme moi, genre très sévère, tu sais, sur les restrictions d'âge? Est-ce qu'il t'a dit non, non, les films d'horreur, t'attendras 12-13 ans avant de les regarder? Ou il t'a dit bon, t'as 8 ans, c'est pas grave, ou tu les regardais en cachette? Moi, je me souviens, dans la grande étagère de VHS, on avait Jeux d'enfants, le premier, et on avait Chucky 2, la poupée de sang. Et je voyais, tu sais, la tranche, là, avec la tête des poupées. Ça me foutait la trouille, mais ça m'intriguait trop. Assez tôt, parce que, très jeune, j'ai regardé Buffy contre les vampires. Et ça a été vraiment mon... Oh oui, c'est Voilà. trop bien. La trilogie du samedi, je pense que t'as connu ça Ouais, aussi. ouais, Voilà. Bah, c'était vraiment mon premier pas dans le genre un peu fantastique, horrifique. Et je me souviens, je disais à mes parents, mais j'ai pas peur. Ça me faisait pas peur. Et j'aimais trop en fait les maquillages, les costumes. Et puis je devais avoir 7 ans et puis j'ai demandé à mon père, j'étais avec ma meilleure amie de primaire. Et je crois que je lui ai demandé, il m'a dit, bah vas-y. D'ailleurs, une petite question, Tiffany, par rapport à Buffy. Est-ce que tu étais plus Team Angel ou Team Spike? Mais Spike! Voilà. Le meilleur On perso est de la série. d'accord. Merci. Mais oui, Voilà. mais je crois que, oui, c'est Spike, quoi. Du début à la fin, quoi. Le Voilà, meilleur perso de la Angel, série. il est chouchou, mais Spike. Voilà. Tu sais, parce que à Buffy, il y a eu la série dérivée Angel, qui les premières saisons étaient sympas, mais j'ai un peu vite décroché. Et en fait, j'ai recommencé à remater quand il y a eu la dernière saison, parce que Spike était revenu. Je me dis, oh punaise, ils mettent Spike dans Angel. Là, j'étais content, ça m'a redonné un petit peu d'intérêt. Je me dis, il est tellement cool, le perso. Ouais, non, il est cool, et je le trouve hyper intéressant, bien travaillé, et c'est un personnage qui évolue de fou. Imagine, moi, toute gamine à l'époque, quand je vois le dernier épisode de la saison 7, mais j'étais anéantie. Ah oui, avec la force et tout ça. Oh là là. Le combat Oui, final. et voilà. Et Angel, j'ai beaucoup moins accroché. Et je regardais, en fait, quand je regarde Angel, je regarde les épisodes où il y a des crossovers avec des personnages de Buffy. Et je regarde la fin parce que je crois que c'est dans la dernière saison que Spike y revient. Comme un cheveu sur la soupe, hein. Il réapparaît comme ça, hein. Il est revenu en tant que fantôme, et puis après, finalement, il est quand même physiquement là, si je me souviens bien. J'ai quelques bribes de Angel, ça faisait très longtemps, mais quand à l'époque, je regardais. Finalement, ton père, il a vu que ça te faisait pas peur, donc il t'autorisait. Et donc, du coup, par rapport à ce genre-là, du coup, tu t'es mis un petit peu à découvrir, à essayer de prolonger un petit peu le genre horrifique, à regarder un petit peu les films des gros réalisateurs, des Carpenter, des Cronenberg, des Craven, ou comment ça t'est venu du coup? Alors, je me souviens, mon père, il avait pareil, la VHS télécassette de Scanner. Elle est horrible, la jaquette. Et elle me foutait la trouille. Scanner, j'ai mis du temps avant de le regarder parce que j'avais ce trauma de gamine de cette jaquette avec le mec qui a la tête qui explose. Ouais. Ça me perturbait trop. Donc, mais je l'ai vu vraiment tard, hein. Je l'ai vu il y a genre 5 ans, Scanner, hein. Après, c'était pas des gros réals parce que Carpenter, c'est venu vers le collège à peu près. D'accord. Si, je regardais beaucoup de Jack Burton. Mais c'était pas vraiment horreur. Oui. J'ai vraiment commencé avec les Chucky, avec The Faculty de Rodriguez, les films un peu de monstres, enfin ce genre de choses, avec Blade. Quand j'avais ma meilleure amie d'enfance qui avait Blade chez elle, on le matait souvent. On aimait bien. Et c'est classe, Blade, c'est très très bien. Je l'ai revu il y a pas longtemps et ça vieillit très très bien, je trouve. Ah oui, Blade, rien que... Alors j'adore Blade, j'avais fait une vidéo dessus, j'ai plus une préférence pour le 2 que je trouve de Del Toro, que je trouve génial, mais c'est vrai que le premier, il y a des scènes qui sont... Rien que la scène d'ouverture dans la discothèque, Elle déboîte, hein, elle envoie. Hein. Et puis Wesley Snipes, il avait aussi j'avais déjà vu dans d'autres films, hein, Demolition Man et tous ces trucs-là, mais Blade, c'est vraiment le rôle de sa vie. Physiquement, il est tellement impressionnant dedans, quoi. Demolition Man, c'est un film d'enfance aussi. Enfin, j'avais plein... Voilà, j'ai grandi avec plein de films comme ça et
Et c'est vrai Est-ce que que tu, est-ce que tu sais pour Demolition Man comment on utilise ces 3 coquillages? Je sais. j'ai posé la question. Je l'ai revu il n'y a pas longtemps et j'ai posé la question en story et personne ne sait. Personne n'a résolu le mystère. Oh, il ne sait pas se servir de 3 coquillages. Apparemment, ils ont parlé peut-être d'une suite. Oui, normalement, il y a une suite qui est en préparation là. Ça Je vais fait vous quelques dire, années qu'ils ouais. en parlent, donc on verra. Je sais pas. Je trouve que j'adore Demolition Man, mais c'est vraiment un film ancré dans son époque. Et en plus, faut pas oublier, à sa sortie, ça n'a pas forcément été un succès. Aujourd'hui, c'est devenu culte. Maintenant, est-ce que à 70 balais, Stallone a encore est-ce qu'il y aurait encore quelque chose à dire? Je sais pas, on verra. J'ai envie d'y croire en tout cas. Alors, c'est vrai que du coup, tu as créé ton profil donc, qui s'appelle le Petit Vidéo Club. Déjà, pourquoi ce choix? Et je voulais savoir, est-ce que justement, comme tu parles beaucoup d'une certaine époque, est-ce que tu es plus ancré dans un cinéma rétro plutôt que le cinéma actuel? Ah, j'adore le cinéma années 80-90 parce que ça a été toute ma base. J'ai grandi avec les avec Joe Dante, avec les films les effets spéciaux de Ray Harryhausen, avec Ivan Reitman aussi qui a fait des super comédies. C'est vrai, c'est vrai. Voilà, avec Robert Rodriguez, pas toute sa filmo, mais une bonne partie. Enfin, Spielberg, enfin, vraiment tout. James Cameron. Enfin, très tôt aussi, j'ai vu Terminator, j'adorais. Et du coup, c'est. Et puis, je suis très nostalgique de ces époques-là aussi. Et tous ces films-là, en fait, ils ont constitué un peu la cinéphilie, tout ça. J'ai été ailleurs bien après. Mais ça, on en reparlera. Mais du coup, voilà. C'était quoi déjà ta question? Alors déjà, c'était pas ça, c'était la deuxième, mais c'est vrai que Vidéoclub, c'est ça? ouais. Pourquoi déjà ce nom-là? Parce que j'étais tout le temps fourrée au vidéoclub. Pareil avec mon père, dès qu'il rentrait les week-ends, on y allait, on louait quelques films. Enfin, et j'ai découvert plein de films. Enfin, Dog Soldier, Fist. Enfin, plein. Je pense à ça, mais Planète Terreur. Voilà, j'étais peut-être trop jeune. On m'a mis devant. Oh, regarde, c'est Tarantino là. Ok, c'est bizarre ce qui se passe quand même. Mais en fait, le vidéoclub aussi, c'était hyper bien. Enfin, j'étais assez mature à l'époque, donc moi, je me tapais des discussions avec la gérante Ouais. de l'époque. Et il y avait une pièce un peu sombre dans le fond du magasin où il y avait tous les films d'horreur. Moi, j'y allais. Un Mon peu père, gore et il me- trash. Un peu gore et Comment? trash. Un peu gore. Non, c'était vraiment des trucs. C'était du genre La Revanche de Pinocchio, Octopus. Ouais, t'avais des trucs un peu crades, mais je sais pas, moi, j'ai pas le souvenir que ça m'ait vraiment traumatisée. Je pense qu'en fait. Et puis mes parents, ils me disaient tellement que c'était faux, que le sang c'était du ketchup, que c'était pas vrai, que. Enfin, ils m'expliquaient tellement que du coup, je pense que. Par rapport au genre horrifique, comme moi, que t'aimes beaucoup, est-ce que malgré tout, il y a quand même des sous-genres, des genres, c'est compliqué, auxquels tu es plus familier? Et est-ce qu'il y a quand même certains films est-ce que tu as certaines limites par rapport à certains films, toi, que tu peux pas regarder, je sais pas, quand ça part trop dans le gore, quand c'est, par exemple, tu parlais des années 70-80, des films de Ruggiero Deodato, par exemple, des trucs de cannibales, est-ce que tu peux regarder ça ou vraiment ça te dérange, tu vois? Ça passe parce que, enfin, j'ai beaucoup aimé malgré qu'il soit beaucoup critiqué. J'aime beaucoup Cannibal Holocaust parce que je le trouve hyper intéressant Ouais. dans son message, dans sa réalisation. Je suis pas pour le vrai massacre des animaux. Je t'avoue que quand j'ai regardé le film, j'ai pas regardé ces scènes-là parce que ça me touche trop. Ouais. Mais j'ai aimé le message, j'ai aimé la réalisation. Et à la fin, je me suis pas sentie bien, mais c'est un peu le but du film. Mais du coup, je trouve que c'est un très bon film. Et voilà. Et en plus, je trouve qu'il a, enfin, c'est le mec, il a fait un truc de fou, quoi. Il a été obligé de prouver après que les acteurs étaient pas morts sur le tournage, quoi. Enfin, c'est un truc de fou. Non, ça va. Malgré que oui, il y a des scènes, enfin, hyper trash, hyper dures. Hyper réaliste. J'aime beaucoup le cinéma de Gaspard Noé. Je le trouve hyper intéressant. Donc voilà, ça passe encore. En fait, je pense que ça va dépendre. Ça va être
plus se jouer sur la psychologie, je pense. Mais oui, il y a des films quand c'est trop trash, genre, je crois que c'est au Japon, en Corée, ils ont fait des guinea pigs. C'est du torture porn, en fait. C'est juste... Ok. Ah, c'était pas les trucs hongkongais, les films de catégorie 3 là qu'ils faisaient dans les années, début Oui, des années si, 90. Ouais, sûrement. ouais. Ce Ou genre de moralement, c'était un peu douteux. Voilà, ce genre de truc-là, ça m'intéresse pas parce que voir quelqu'un se faire torturer, juste pour se faire torturer, qu'il n'y a pas vraiment de message, pas vraiment de... Ça m'intéresse pas. Il faut que pour toi, la violence, elle soit un petit peu justifiée quand même. Oui, voilà, c'est ça. Et que, enfin, j'avais vu le film Making of. Bah, c'est beaucoup d'humour noir. Donc, au début, ça va, c'est cool, c'est rigolo. C'est hyper trash, c'est dégueulasse. Moi, je trouvais que ça allait parce qu'il y avait de l'humour noir. Et en fait, à la fin, mon cerveau, en fait, il pouvait plus. Il était plus en capacité de voir les atrocités qui se passaient. Donc, je me souviens, la fin du film, je l'ai regardé un peu en accéléré, tu vois. C'est vraiment. Voilà. Oui, donc il y a des trucs que. Voilà. Ok. Mais en fait, ça va dépendre de comment c'est fait. Et par rapport un petit peu à tes affinités, moi par exemple, dans le cinéma d'horreur, je regarde de tout, mais j'ai plus des affinités avec par exemple le slasher et le film de zombies. Est-ce que toi c'est un petit peu pareil ou t'es plus par exemple plus comme tu parlais de psychologie, est-ce que t'es plus dans le paranormal ou le style food footage ou plutôt les films de vampires plutôt que les zombies, je sais pas. Moi, j'aime regarder de tout. Alors, film de vampire, film de zombies, je suis hyper exigeante parce que je trouve que c'est des thématiques, en fait, je trouve que des fois, d'un film à l'autre, ça se ressemble un petit peu. Et j'aime bien quand un film qui aborde les vampires ou les zombies, j'aime bien quand c'est un peu original. Genre, le 28 ans plus tard, j'ai adoré. Tu l'as vu la suite, le dernier? Il est génial. Non, pas encore. Mais apparemment, oui. Mais en fait, j'ai été surprise parce que moi, les 2 premiers films de Danny Boyle, de base, ils sont sympas. Mais c'est pas... Voilà. Alors, il a fait juste le premier, parce que 28 semaines plus tard, c'est Fresnadillo, c'est un espagnol que je trouve personnellement que Ah oui, j'adore. pardon, 28 semaines plus j'étais tard. persuadée que c'était Danny Boyle. Ah, t'inquiète. Mais du coup, l'un ou l'autre, ils sont bien, mais c'est pas... Voilà. Et le 28 ans plus tard, il m'a mis une claque. Parce que je trouvais qu'il revenait avec de nouvelles propositions. J'ai bien aimé l'histoire qui ressemble pas du tout à tout ce qu'on a vu déjà de base. Il a même réussi à me faire tirer une larme. Je suppose Ouais. que c'est la scène avec la mère. Oui, oh là là. Déjà, Jodie Comer, c'est tellement une super actrice, mais alors là. Oui. Mais c'est vrai que, comme tu dis, moi, je fais une émission qui s'appelle Vlad du Zombla, où je parle un petit peu de tout petit Oui, j'avais vu. zombies. J'ai vu Voilà. quand tu as parlé de Zombieverse parce que j'adore ce film. Voilà, donc j'essaie de mettre un petit peu en avant tous les types, que ce soit Zombieverse, j'avais fait Branded, j'ai fait du cinéma italien, des trucs, et évidemment, je regarde beaucoup de la série B, voire de la Z-ry, hein, des fois, tu vois, je pourrais prendre plus de plaisir à voir une série Z toute débile plutôt qu'un film oscarisé ou qui finalement me procure aucun plaisir. Et c'est vrai que le genre, si tu es un petit peu exigeant, c'est vrai que le genre du film de zombie, c'est un peu comme le slasher, tu vois, que ce sont les 2 genres que je bouffe le plus, qui sont ultra codifiés, il y en a eu tellement que c'est très difficile aujourd'hui de les renouveler, tu vois. Soit tu pars dans la comédie, soit tu essaies d'avoir un propos politique assez pertinent, mais ouais, ça se compte sur les doigts d'une main. Donc voilà, c'est sûr que pour retrouver la force politique, ce que faisait par exemple Romero dans ses premiers films, faut se lever de bonne heure. Hein. Non, mais c'est clair. Mais après, dans les sous-genres du coup que j'aime bien, va y avoir le body horror. J'adore. J'aime beaucoup aussi. Attends, je me l'étais dit dans ma tête et je l'ai mangé. Le slasher, parce que Freddy, parce que Chucky, parce que. Enfin. Voilà, Freddy et Chucky, c'est vraiment c'est les 2 plus fous et les films partent en cacahuète. Bon, tu me diras Jason dans l'espace aussi, mais je trouve qu'en fait, ils peuvent se le permettre avec Chucky et Freddy. Oui. C'est tellement 2 personnages, mais tellement je les trouve impertinents, je les trouve vulgaires. Enfin, moi, ça me dérange pas que ces personnages-là, ils les aient fait partir un peu en cacahuète. Après, j'aime beaucoup le found footage parce que c'est un genre qui me fait peur. Cette caméra embarquée un peu à la première personne et tout ça. Et je trouve que là, ces dernières années, on a eu vraiment des bonnes propositions. Donc, je sais pas si tu regardes un petit peu, mais il y a le film Host qui est sorti il y a quelques années aussi, qui est très très bien. Et là, il y a pas longtemps, j'ai regardé les Horror in the High Desert.
aussi. Ah oui, bah toi tu t'entendrais bien avec l'une de mes dernières invitées, Alice Decrypt, parce que j'avais fait un Mais c'est entretien elle, signé c'est à avec elle. cause d'elle que je les ai Ah bah regardés voilà, en tout, hein. voilà. Parce que justement j'avais fait un entretien signé avec elle, on avait parlé du projet Blair Witch, et c'est vrai qu'on doit faire un live ensemble sur les food footage parce qu'elle adore ça. Donc, et justement elle avait fait une story où elle avait parlé de ce film-là, et je me dis putain, il faut que je la rattrape cette saga. Ouais. Trop de trucs à Et regarder. ben, faut absolument que tu la regardes parce que moi, j'ai vraiment eu la trouille devant. C'est vrai que le food footage, j'en avais parlé avec Alice, c'est pas forcément que j'aime pas, c'est juste que, bon, c'est pareil, c'est aussi un concept assez éculé, voilà, c'est un personnage qui tient la caméra, des fois il filme des trucs qui te font chier, enfin, voilà, des fois, il y a cette distance qui peut des fois elle peut être dérangeante, et le problème c'est que des fois on suit, bon, déjà c'est souvent des films qui manquent de moyens, ça se voit des fois à l'écran, quand des fois tu veux mettre des créatures ou des effets spéciaux, des fois c'est un peu foiré, mais voilà, il peut avoir une note d'intention, mais c'est souvent aussi, des fois j'avais du mal en fait à adhérer, parce que souvent les personnages qu'on suit sont des trous du cul, et des fois j'arrive pas à m'attacher. Genre, j'avais dit que j'avais vu Paranormal Activity, et le premier, donc le mari, que je trouvais juste insupportable. Tu fais, mec, tu fais tous les mauvais choix pour provoquer le démon. Tu veux te faire buter en fait. Et en fait, c'est du coup cette mise à distance qui des fois me dérange, parce qu'on suit des personnages qui sont détestables, et en fait, du coup, j'ai pas d'attachement. C'est juste ça des fois qui me dérangeait. Maintenant, je vois la note d'intention du réalisateur. Il y a des choses intéressantes dans le food footage, mais c'est souvent des fois l'écriture des personnages qui des fois me dérange. Voilà. Non, mais je vois ce que tu veux dire et je vois totalement parce que le réalisateur de Host, il a fait un film qui s'appelle Dashcam et la Ouais. nana dans Dashcam, elle est insupportable. Mais c'est fait exprès, hein. Oui. Et c'est vrai que bah, même la nana dans Rec, je crois qu'elle Oui. est chiante aussi. La journaliste. Ouais, je crois, hein. Ouais, mais ça va, c'est encore un personnage crédible, parce qu'on est encore en plus on est dans une situation qui est un petit peu compliquée, quand même ils sont prisonniers dans cet immeuble, donc forcément il y a un petit peu le stress, mais voilà, il y a encore cette volonté un petit peu du pouvoir à l'image. On est journaliste, donc on veut montrer. Donc là, il y a encore, il y a une crédibilité, il y a, comment dire, il y a cette notion d'incrédulité qui fait que je rentre dedans. Et puis, bon, Rec aussi par le fait que pour moi, je trouve que là, par contre, attention, je déteste pas tous les food footage, hein. Moi, j'adore vraiment Rec, c'est mon food footage préféré. Il est J'aime, vraiment bien. j'aime beaucoup Cloverfield. J'ai vu aussi quelques films. C'était pas, je crois que c'était VHS. La saga VHS, je crois aussi. Qui sont Ah un peu. ouais, ça c'est Voilà. génial. Je les ai Ah pas ouais, tous vus. Il y en a un qui est sorti l'année dernière. Je dois le rattraper. Et il y avait un film que j'avais vu en festival. Je crois que c'était au festival de Strasbourg. Et je crois que c'était. Je crois que c'était Dashcam justement. Je crois qu'en ce moment il est sur Shadows avec ce YouTuber, je crois, un truc comme ça, qui va aller dans une maison hantée. Non, alors c'est peut-être celui-là où il a un autre nom. Non, non, je non, confonds. Je confonds le peut-être. youtubeur qui va dans une maison hantée, ça me parle, ça me Ouais. vient pas. Mais non, Dashcam, c'est une meuf qui fait une sorte de rap un peu improvisé et en fait, elle est détestable. D'accord, ok. Alors je confonds. Je confonds au niveau du titre du film. Alors, tu parlais un petit peu que tu aimes beaucoup donc le cinéma des années 70-80. Je comprends parfaitement. Je pense que tu es plus dans un délire, c'était mieux avant. Malgré tout, est-ce que le cinéma actuel, tu arrives quand même à trouver ton compte sur certaines propositions quand même? Souvent certains ils disent c'était mieux avant, et j'ai l'impression qu'à les entendre, tout ce qui sort aujourd'hui c'est de la merde. Moi j'essaie quand même d'avoir un avis neutre, parce qu'on arrive toujours quand même à trouver encore des pépites aujourd'hui, tu vois. Je rajoute juste que j'adore aussi les films de monstres. Voilà, c'était ça que j'avais mangé Ok, tout à l'heure. Les films d'accord, de monstres. pas de souci. Voilà. Non, parce que je regarde tous les. Bah, genre l'année dernière, tous les films d'horreur, je les ai quasiment tous vus. Je crois qu'il y a que Together en fait que j'ai pas eu le temps de voir encore. Mais non, moi généralement les sorties ciné, surtout quand c'est des films d'horreur, bah, je veux absolument les voir. Non, je pense que chaque film appartient un peu à son époque, même si bah, j'ai un amour particulier pour les films des années 70, 80, 90. Non, mais je regarde beaucoup les films actuellement et j'y trouve mon compte, surtout quand on a des nouvelles propositions. Je parlais des films de vampires, bah,
L'année dernière, avec Sinners, on a eu une nouvelle proposition et c'est top. C'est assez ironique qu'on parle beaucoup de cinéma d'horreur alors que le film que tu as choisi pour l'émission, c'est pas du tout dans ce registre-là. Oui, On est plus dans le film de gangster. Tu vas comprendre pourquoi après j'ai choisi ce film. Mais oui, et du coup, j'ai mangé ce que je voulais dire. Tu parlais des films d'horreur, tu parlais de Sinners et tout ça. Oui, et du coup, même sur le film de Possession, Bring Her Back, il était ouf. J'y trouve mon compte. Avant qu'on entre dans le vif du sujet avec le film que tu as choisi, on parlait beaucoup du genre horrifique. Malgré tout, est-ce qu'il y a quand même encore, y a-t-il d'autres genres auxquels aussi tu as certaines affinitions, que ce soit la comédie, le film d'action, le drame, le film de gangster? Tout. L'animation aussi, parce que tu parlais de l'année dernière le cinéma d'horreur, mais je trouvais que le cinéma d'animation, il y avait proposé, il y a eu de très beaux films l'année dernière. Il y a eu des très beaux films, mais moi je suis à la ramasse au niveau des films d'animation. Voilà, c'est pas. J'aime bien regarder de temps en temps. J'ai ma petite liste, mais c'est pas le genre où je vais principalement. Mais je me suis dit un jour je vais faire le festival d'Annecy, justement par curiosité pour aller voir et puis changer un petit peu, voir autre chose. J'adore la comédie. Je suis hyper fan des teen movies. Ok. Tout ce qui est teen movie, tout ce que. Non, la comédie en général, même si. Là, je vais faire mon discours de vieille, même si je trouve qu'aujourd'hui, les comédies, elles sont pas comme avant. Bah, tu regardes les comédies d'Ivan Reitman, mais c'est à mourir de rire. C'est vrai que c'est un genre où je vais moins maintenant parce que du coup, j'y trouve moins mon compte. Même dans les sorties ciné, il y a très peu de comédies. Bon, à part en France où on fait des comédies françaises, mais je trouve que... Je t'avoue que moi, j'ai toujours été plus comédie américaine que comédie française. Et notamment, aux États-Unis, ils ont quand même la chance d'avoir des génies comiques comme par exemple Jack Black. Bon, plus les comédies qu'il faisait il y a 20 ans, mais des mecs comme Ben Stiller, comme Steve Carell, comme Adam Sandler, il est hyper Adam drôle. Sandler. Putain, merci parce que je défends Adam Sandler. Je vois beaucoup de gens qui ont déjà l'impression qu'en France, on n'aime pas beaucoup ce comique, alors qu'il a fait des comédies qui sont mortelles. Et je sais pas, je trouve que les Américains, ils ont quand même un génie comique qui joue sur le côté comique de situation, un enchaînement des gags, qu'en France, on est plus dans les dialogues, là où aux États-Unis, ça se permet de se lâcher aussi visuellement. Parler d'Adam Sandler, Ben Stiller, Steve Carell, Jim Carrey qui en plus a eu un César d'honneur récemment. Il me faisait mourir de rire. Tu regardes The Mask, Ace Ventura, voilà, on en fait plus des mecs comme ça. Il y a toujours un humour un peu grivois, un peu gras aussi, je trouve, dans les comédies américaines. Ouais. Je trouve que... Mais je trouve que ça passe et je pense que ils en font beaucoup. Je pense que du coup, le public américain, il doit aimer ça, quoi. Enfin, ça marche bien là-bas. Mais c'est vrai que aux États-Unis, oui, il y a plus des comédies. Moi, je suis plus comédie américaine aussi. Et c'est vrai que tu parles de Ben Stiller, Jim Carrey et tout. Et c'est vrai que à l'époque, il y avait des super. Je trouve qu'il y en a moins quand même maintenant des. Ouais, ils en font un petit peu moins, ils se sont un petit peu calmés. Mais c'est vrai que les années 90-2000, je parlais de The Mask, mais Zoolander, Tonnerre sous les tropiques avec Ben Stiller, Robert Downey Jr., Jack Black. Oh là là, ce film, c'est mortel. Je l'ai revu il y a pas longtemps et provoque un peu ce film. Mais il est hyper drôle. Mais c'est ce qu'il fallait, c'est ce qu'il faut. Si tu te provoques pas, si tu te lâches pas, tu dénonces rien en fait. En plus, ça mettait en avant justement tout le système hollywoodien qui en plus tu regardes, c'est vachement symptomatique de ce qui se passe aujourd'hui, quoi. Donc tu dis on avance sur son temps. Encore une fois, voilà. Après, j'aime beaucoup les thrillers. J'adore David Fincher. C'est pas original du tout, mais voilà. Après, c'est vraiment de tout. Les genres que j'aime pas trop, c'est genre le western. J'affectionne pas spécialement. Et mais sinon, je regarde un peu de tout. Je suis très ouverte un peu à regarder de tout. Et puis, j'adore les films d'action. C'est vrai que j'aime bien. Je suis très actionneur des années 80, 90. Voilà. On parlait de ces cinémas américains. Alors, le cinéma d'action américain a produit des petites pépites. On parlait des Bushman, des Stallone, des Schwarzenegger, des Jean-Claude Van Damme, des Steven Seagal. Moi, j'étais aussi très cinéma d'action hongkongais. Est-ce que toi aussi, un petit peu, genre les Jackie Chan, les Jet Li, quand t'étais petite, ou un peu moins? Non. Pourtant, mon père, oui. Il adore. Mais moi, ça m'a jamais trop intéressé. Alors, Jackie Chan, oui, mais dans sa période américaine, film américain. Les Shanghai Kid, Rush Hour et tout ça?
Rush Hour, oui. Ok. Plus de ce côté-là. Après, non, je suis un peu à la ramasse. J'essaye de me rattraper, mais sur le cinéma asiatique, parce que je suis très curieuse, mais c'est que j'ai jamais trop pris le temps. J'ai vu des films les plus connus, les films de Park Chan-wook, Bong Joon-ho, enfin tous ces réalisateurs-là. Le cinéma sud-coréen, ok, d'accord. Ouais. Ouais, voilà, Wong Kar-wai, enfin plus ouverte à ce cinéma-là et de regarder un peu plus de choses. En plus, ce qui est bien, c'est que, comme je parlais il n'y a pas longtemps de Jonathan Asia, qui justement adore le cinéma asiatique, et en plus, on fait un podcast qui s'appelle Pure Action, on revient un petit peu sur les films qui nous ont marqués, et on aime beaucoup le cinéma hongkongais, hein, donc je parlais les Jackie Chan, les Jet Li. Nous, on aime bien les trucs de Kung Fu, quand ça castagne, tu vois, et c'est vrai qu'on avait grandi avec les cinémas de Tsui Hark, et Il était une fois en Chine. Là, en plus, on a la chance, parce que je crois que c'est ESC, et en plus, ils ressortent en salle aussi, on a certains films de John Woo, genre par exemple Une balle dans la tête, on a eu Hard Boiled qui était sorti donc à toute épreuve, le meilleur film d'action du monde. Donc on a tout le cinéma hongkongais des années 80-90, le syndicat du crime qui commence un petit peu à ressortir, et en plus sur format physique. Et j'intime vraiment, j'essaie toujours de motiver les gens. Tu vois, par exemple, on parle du cinéma actuel, le cinéma d'action, comme par exemple où je vois des gens qui se touchent sur des trucs comme John Wick. C'est sympa John Wick, mais t'as envie de leur dire, vous savez, les Hongkongais, les John Woo et tout ça, des John Wick, ils en faisaient à l'appel dans les années 80. Et en 10 fois mieux. Voilà. Je chie pas sur John Wick, j'aime bien cette saga, mais tu regardes Hardball, tu regardes Police Story, tu regardes le syndicat du crime, tu regardes Il était une fois en Chine, et tu te prends une claque et tu dis ah ouais, le cinéma d'action hongkongais à l'époque, ça envoyait du rêve. Et puis maintenant aussi, en plus, pour rester dans le cinéma d'action, on a quand même aujourd'hui le cinéma indien. Alors, je m'y connais pas assez comme le beau parleur, comme Jonathan Asia, mais qui, malgré tout, il essaie de me trouver des petites pépites. On a vu la surprise il y a 2 ans avec RRR, où c'était, t'avais l'impression que chaque scène d'action, ça débordait d'idées de mise en scène, et tu dis, waouh! Mais aujourd'hui, le cinéma américain, qui à une époque, le cinéma d'action américain, dominait une certaine période, tu dis, mais en fait, là, j'ai l'impression, les gars, quand tu vois ce que propose le cinéma indien, mais vous êtes tellement à la ramasse. Faut vraiment vous remettre un petit peu en question, les gars. Voilà. Après, c'est vrai qu'il faut adhérer au cinéma indien. C'est beaucoup de danse. Ça dure souvent minimum 3 heures, donc faut adhérer aussi. Mais, moi, je sais que mon père, il adore, il en a plein, il adore ça. Mais moi, je sais que j'ai un peu de mal. Et pourtant, j'adore les comédies musicales. Tu peux y trouver ton compte, cinéma d'action, oui, comédie musicale. Je tombe sur le film en fait qui m'embarque. Toi comme moi, qui est un petit peu une grosse cinéphile, est-ce que, outre aller au cinéma, est-ce que ça t'arrive d'aller à des festivals? Là, en plus, on parlait de cinéma d'horreur. Moi, j'ai la chance, en tout cas, dans ma région qui est l'Alsace, cette magnifique région, la région de la choucroute et du Bekehof, mais on a également et du bon vin et du bon vin exactement. Mais du côté de l'est de la France, j'ai la chance d'avoir des beaux petits festivals qui proposent du cinéma fantastique. J'ai le festival du film fantastique de Strasbourg, européen du film fantastique de Strasbourg, le PEPS, qui est génial. On a bien sûr le festival réputé mondialement Gérardmer, on a fin mai, on a le Bloody Weekend. Est-ce que justement ça t'arrive un petit peu d'aller à des festivals si tu as le temps, enfin quand tu bosses pas, quoi, de profiter un petit peu? Alors oui, j'essaye. Bon, là, je me suis donné comme objectif d'essayer d'en faire un maximum. Mais mon premier festival, alors parce qu'au lycée, j'ai fait option cinéma audiovisuel, et du coup ils nous ont programmé des petites sorties en festival. J'avais fait le festival du court-métrage de Clermont-Ferrand, peut-être 2010, et ça ne nous rajeunit pas tout ça. Oh là là. Et en 2013, j'ai fait le festival international du film policier à Beaune. Et cette même année, je faisais un dossier, du coup, pour l'option cinéma sur David Lynch. Et la même année, il y a David Lynch qui venait pour un hommage au festival. Donc, j'ai pu rencontrer David Lynch, avoir mon petit autographe et tout. Et donc, 2013, ça a été, et autant de dire, premier festival et premier gros truc, quoi. David Lynch, direct. Et en fait, après ce festival, j'essayais de le refaire tous les 2 ans. Mais j'ai vu David Cronenberg, j'ai vu Viggo Mortensen, j'ai vu Brian De Palma. La masterclass de Brian De Palma, j'ai chialé à la fin. Enfin,
C'était assez incroyable. Et Cronenberg, mais c'est un amour. Il est hyper gentil, alors que quand tu vois ses films, moi je me dis, il est dérangeant, mais pas du tout, il est trop gentil. Du coup, c'était trop bien. Et depuis, je crois que c'était 2020, j'avais découvert Gérardmer par un youtubeur que je suivais à l'époque. T'as pu aller à Et Gérardmer? Pourtant, 2020, c'était l'année Covid. Ah, c'était c'était un avant le moment confinement. Oui. en fait, oui, ça faisait un moment que je suivais ce mec-là. Et du coup, il parlait souvent de Gérardmer et tout. Et en fait, c'est comme ça que j'ai connu le festival de Gérardmer. Après l'année du Covid, j'y suis allée et tout. Et là, début d'année, j'ai pu le faire entièrement, les 5 jours. C'était très cool. Et j'ai rencontré Neil Marshall, qui a réalisé 2 de mes films d'horreur préférés, qui est The Descent et Dog Soldiers. C'est 2 chefs-d'œuvre. Mais je les aime d'amour, ces films, je les aime trop. Et voilà. Donc oui, j'aime bien faire les festivals. Et du coup, j'avais fait aussi il y a 2 ans, il y a 2-3 ans, j'avais fait le Reims Polar, qui est top aussi, hein, des films qui tournent autour du thème policier, thriller, tout ça. Et j'adore ce festival aussi. Donc voilà, j'essaye de un petit peu. Mais t'as dit que là chez toi il y avait le Bloody Weekend, c'est ça? Déjà, dans ma ville, toi qui habite Strasbourg, il y a déjà le FEFS. Et le Bloody Weekend, bon, c'est pas chez moi, c'est à 2 heures en voiture, c'est du côté de Montbéliard. Oui, mais du coup, ça, on me l'avait déjà conseillé, celui-ci, et c'est vrai qu'il me tente bien aussi. En tout cas, moi, j'y serai, puisque donc la prochaine édition, parce qu'il n'avait pas pu faire y aller l'année dernière, Loïc Bugnon, le créateur, qu'on salue, parce qu'il y a d'autres soucis, après ça leur regarde, mais ils seront cette année, l'édition sera donc le 30 et 31 mai, donc à Valentinet. Donc avant c'était Audincourt pendant des années, maintenant ça a changé. Valentinet, c'est le village juste à côté, c'est à 5-10 minutes de Montbéliard. Donc voilà, en tout cas je serai présent, et n'hésitez pas à venir très nombreux, parce qu'en plus ils commencent à voir un petit peu les invités, ça peut être vraiment sympa. Et puis en plus c'est un petit peu le festival où j'ai tout un petit peu les confrères youtubeurs qui sont là, les oubliés du cinéma d'horreur, Toi Rire House, Elvina Jekyll. Donc voilà, ça nous permet un petit peu de tous nous retrouver pendant le week-end. Donc c'est vraiment une bonne ambiance. Voilà, j'espère que si tu pourras être là cette année, ça peut être sympa. Il y a quelques années, on me l'avait conseillé, celui-ci, et c'est vrai que enfin, le style de festival, on m'avait dit que l'ambiance a été cool, que c'était assez familial, tout ça. Donc, puis j'ai vu des photos, et c'est là où il faut un concours de Scream Queen, non? Oui, c'est ça. Ouais. C'est ça. Non, ça avait l'air d'être vraiment chouette. Tu parlais de Gérardmer, ça, moi pendant je crois de 2015 à 2018, c'était à 1h30, donc j'y allais. J'aimerais y retourner parce qu'à l'époque j'y allais avec des amis, on s'est un petit peu perdu du. Et c'est vrai que si tu as envie de faire tout le festival, c'est un peu compliqué pour trouver un logement, c'est quand même un sacré budget. Donc moi j'aimerais bien y retourner, mais tu peux pas y aller tout seul parce qu'avec l'hôtel, la bouffe, c'est un budget quand même. On y est allé, on était 4. Au niveau du budget, ça allait. C'est vrai que le festival en soi, déjà, le pass, il n'est pas donné et tout. Donc oui, c'est un budget quand même. Moi, j'étais critique, donc j'avais une accréditation presse. C'est déjà quand même 100 € en moins. Mais bon, après, voilà, l'hôtel. Le problème, c'est que j'aimerais y retourner. Sauf qu'avec le boulot que j'ai depuis 1 an, en général, fin janvier, début février, c'est le moment où on fait l'inventaire. Donc, je peux pas y aller. C'est chiant. C'est chiant. Voilà. Mais c'est dommage parce que c'est un festival, l'ambiance, elle est top. C'est ça. Donc on verra peut-être à la limite peut-être y aller juste le dimanche. Mais bon, c'est vrai que t'as quand même 2 heures en voiture, j'ose pour voir 2-3 films et tu dis bon, il faut que je rentre après parce que et en plus il neige, c'est chiant. Ouais. On a eu la chance, on a eu de la neige cette année, donc c'était beau. Gérardmer sous la neige, c'est magnifique. Ah oui, c'est vrai qu'à l'époque quand j'y allais, l'ambiance, la neige, le fromage, la nuit décalée le samedi soir jusqu'à 5h du matin. On voit. Ok, je te propose qu'on commence un petit peu à parler de ton film de chevet. Voilà, un film qui me fait plaisir parce que c'est aussi une œuvre que j'aime énormément, donc à savoir Pulp Fiction, réalisé par Quentin Tarantino. Mais je te propose, avant qu'on entre dans le vif du sujet, qu'on se regarde un petit peu vite fait la bande-annonce pour se remettre un petit peu les idées en place. Voilà, c'est parti. The path of the righteous man is beset on all sides by the inequities of the selfish and the tyranny of evil men. Blessed is he who in the name of charity and goodwill shepherds the weak through the valley of darkness, for he is truly his brother's keeper and the finder of lost children.
And I will strike down upon thee with great vengeance and furious anger those who attempt to poison and destroy my brothers. And you will know I am the Lord when I lay my vengeance upon you. Just forget it. That's an impossibility. Trying to forget anything as intriguing as this would be an exercise in futility. Is that a fact? Voilà. Je ne pas danser en entendant les musiques. Mais Bah c'était oui. dur. Les musiques, elles sont mortelles. Je me le suis rematé justement le film hier soir pour mon. Même team. Voilà. Hier aussi, quand tu m'as dit, oui, ce qu'on peut faire, c'est choisir un film que t'aimes bien, un film de chevet. J'ai dit non, mais c'est Pulp Fiction, mais j'ai dit Pulp Fiction, c'est trop. Enfin. Et en fait, je l'ai. Bon, j'ai dit au pire, je changerai peut-être. Et en fait, hier, j'ai dit, allez, je me le remate pour bien me le remettre en tête. Et en fait, j'ai dit, non, c'est Pulp Fiction. J'étais insupportable. Je savais les musiques au moment même où elles arrivaient. Je disais toutes les répliques. Même la gestuelle des acteurs, par moments, je reproduisais la même. La scène de danse au Jack Rabbit Slim, je faisais John Travolta et Mia Wallace. J'étais insupportable. Je pense que ton mec à côté, il dit tu peux pas me laisser regarder le film tranquillement là, ouais. arrête. Et il a dit mais tu le connais vraiment par cœur, hein. Oui. Voilà. C'est limite à la fin quand Samuel L. Jackson il finit sa tirade, limite j'ai envie de me lever et de crier avec lui. T'as bien raison. Et en fait, oui. Pulp Fiction est donc le deuxième film de Quentin Tarantino sorti en 1994 après Reservoir Dogs. Donc c'est un film de gangster. Jackie Brown, c'était pas avant. Jackie Brown, c'est après. C'est son troisième. Un film où tu as une structure narrative un petit peu qui est pas linéaire, avec donc plusieurs intrigues, avec un casting de dingue, hein. John Travolta, Samuel L. Jackson, Bruce Willis, Uma Thurman, Vine Grimes, Harvey Keitel, Tim Roth, Amanda Plummer, Eric Stoltz, Rosanna Arquette, Christopher Walken, Tarantino qui a un petit rôle, bref, un casting juste de dingue. Un film qui avait aussi marqué, puisque à l'époque il avait gagné la Palme d'Or à Cannes, film qui avait fait score qui avait fait un petit peu polémique, hein, en tout cas dans la salle, mais ça faisait aussi plaisir de voir quand même un film comme ça qui essayait de bousculer les codes dans une compétition assez élitiste, on va dire, qui gagnera également l'Oscar du meilleur scénario original. Donc c'est pas rien. Élu 94e meilleur film américain de tous les temps et 7e meilleur film de gangster de l'histoire. Voilà. Quand même, c'est pas rien. Et bien sûr, plus de 30 ans après, considéré comme un film culte. Et vu le nom de ma chaîne, je sais de quoi je parle. Voilà. Commence un petit peu ton rapport avec le film. Déjà, je voulais qu'on parle aussi un petit peu de son réalisateur, Quentin Tarantino. Quel est un petit peu ton rapport avec ce cinéaste? Alors, je reviens juste un petit peu sur la filmographie de Tarantino. Donc, il commence donc avec Reservoir Dogs donc en 1991. Il enchaîne après avec Pulp Fiction en 1994, Jackie Brown en 1997. Début des années 2000, il enchaîne avec Kill Bill Volume 1 et Kill Bill Volume 2, Boulevard de la Mort, Inglourious Bastard, Django Unchained, Les 8 Salopards et pour l'instant son dernier film à ce jour, Once Upon a Time in Hollywood, en attendant son 10e film qui devait être The Movie Critic, qui finalement il a annulé parce que je sais pas, il prend trop de retard, donc pour l'instant pour son 10e, puisqu'il avait dit qu'il s'arrêtait à 10, et ben on attend, voilà, on attend qu'il se bouge un petit peu. Et on a hâte et j'espère qu'il finira en beauté. En tout cas, j'espère qu'il finira plus en beauté que les déclarations qui sortent ces derniers temps, qui me plaisent pas toujours, tu vois. Les déclarations oui, on est d'accord. Voilà. On est d'accord. J'adore Paul Dano et ce qu'il a dit sur Paul Dano, je trouve que c'était pas très respectueux. Tarantino, un petit peu. Déjà, je voulais savoir un petit peu, déjà peut-être avec quel film tu l'as découvert, si c'était peut-être le film du jour. Qu'est-ce que tu aimes dans son cinéma? Moi, Tarantino, je l'ai pas connu tout de suite avec Pulp Fiction, parce que moi, mon père, il voulait pas que je le regarde trop jeune. En l'ayant revu hier, j'ai compris pourquoi, avec la scène avec Bruce Willis et Marcellus Wallace, enfin, Jim Rames, enfin, je capte totalement. Non, moi, j'avais vu, avant ça, j'étais déjà très intriguée parce que, alors, je sais plus quel film avec, je sais pas si t'as vu un peu, Je les ai tous films vus. avec
Oui, mais les films parodiques avec Leslie Nielsen, je sais pas si tu les as vus un peu. Mais Y a-t-il un pilote dans ouais, l'avion? c'est ça. Y a-t-il un Et flic en et fait, tout je sais ça? plus si c'est Y a-t-il un flic ou si c'est un autre film. Il y a une scène où en fait il parodie la scène de la danse. Et moi, gamine, j'adorais les Y a-t-il un flic, tout ça, je regardais beaucoup. Et cette scène de danse, mais Ouais. je sais pas, ça me marquait et je voulais voir ce film, absolument. It was a teenage wedding and the old folks wished him well. You could see that Pierre did truly love the mademoiselle. Et mon père, il m'avait dit non, tu verras ça quand tu auras peut-être 16 ans, je crois. Et du coup, bah, entre-temps, j'ai vu Le Boulevard de la Mort. Juste avant, j'avais vu Une nuit en enfer. Bon, c'est lui qui a écrit le film et il joue dedans. Réalisé par son pote Robert Par Rodriguez. Rodriguez, ouais. Et je crois que c'était tout parce que les autres, je les avais... Même Kill Bill, je les ai vus après, en fait. En fait, moi, dans ma tête, j'idéalisais beaucoup Pulp Fiction, mais par rapport en fait à cette scène de danse qu'on voyait partout. Et mon père m'avait montré qui était Tarantino via Planète Terreur et du coup Une nuit en enfer. Voilà comment j'ai connu un peu le nom de Tarantino. Mais ça m'intriguait déjà. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que quand j'avais 15 ans, mon père, il m'a acheté une belle édition DVD, t'avais le DVD, un DVD pour les bonus et tout. Et il me l'a donné. Je raconte la suite. Vas-y, continue. Ah, t'es sur ta lancée, vas-y, lâche-toi. Hein. Voilà. Il faut savoir que, au lycée, j'avais pris une option cinéma audiovisuel où on avait des cours de cinéma, des cours théoriques, des cours pratiques. C'était vachement bien. C'était mon père qui m'avait encouragée à faire ça parce que j'aimais bien le cinéma. Et du coup, ça a éveillé en moi un truc de pourquoi pas après travailler dans le cinéma, tu vois. Enfin, je me posais la question. Par rapport à ça, c'est vrai que je te coupe parce que je t'ai pas posé la question. Je voulais savoir, tu travailles dans quoi? Si tu veux le dire, Alors, si tu veux pas le dire, je sais pas, c'est comme tu veux. moi, je suis dans le domaine de la petite enfance. Je suis pas du tout. J'ai fait des études de cinéma parce que du coup, j'ai fait une fac de cinéma après le lycée et j'ai fait un master après en éducation, mais du coup, pas du tout partie dans le domaine du cinéma. Et du coup, à 15 ans, je vois Pulp Fiction et je me souviendrai toujours. J'ai débarqué dans le salon vers mon père. J'ai dit, papa, j'ai vu Pulp Fiction et j'ai dit, papa, je veux travailler dans le cinéma. Pulp Fiction, il m'a ouvert tout un monde. Et en fait, j'ai eu envie de découvrir plein d'autres réalisateurs et de quitter, tu sais, un peu ces films avec lesquels j'ai grandi pour aller voir un peu ailleurs et un peu ce qui se faisait ailleurs. Des réalisateurs comme Gus Van Sant, des réalisateurs un peu comme ça, un peu à part moins grand public, parce que Pulp Fiction, il a ce truc-là où il est, comme tu l'as dit tout à l'heure, il sort totalement des codes. Et c'est vraiment à ce moment-là où je me suis dit, ok, je vais vers autre chose. J'ai été découvrir du Michael Haneke, Voilà. Ah ouais, c'est pas facile d'accès ça quand même. Hein. C'est des cinéastes, faut s'accrocher quand même. Hein. Parce que tu parlais de Gus Van Sant, tu regardes, c'est lequel là où il y avait les deux mecs là qui errent pendant 2 heures. Je crois que c'est Jerry, non? Non, c'est Elephant. Ouais, mais du coup, ça m'a vraiment. J'ai été voir des films que j'avais pas. En plus, à l'époque, c'était l'époque avec méga vidéo, tout ça. Enfin, tout ce que j'avais pas l'habitude de regarder. Par rapport à Pulp Fiction, donc, comme on l'a dit, c'est un film en fait qui est un petit peu cassé dans sa structure parce qu'on a plusieurs sous-intrigues. On a ce délire avec Vincent et Jules qui sont deux triants, Vincent Vega et Jules Winfield, donc qui sont joués par John Travolta et Samuel Jackson, dont un revient d'Amsterdam. Ils sont missionnés sur plusieurs missions, notamment un truc où ils doivent débarquer chez quelqu'un pour récupérer une mallette. Donc il y a ce truc-là. Il y a un autre truc où Vincent doit s'occuper en gros de la copine de Marcellus, qui est un gros patron, donc qui s'appelle Mia, qui est joué par Uma Thurman. En parallèle, on a aussi Butch, ce boxeur qui doit se coucher pour un match et récupérer une somme d'argent, sauf que tout va pas se passer comme prévu. Voilà, on a plusieurs sous-intrigues qui après vont se connecter, puisqu'en fait la narration n'est pas linéaire. En gros, on a des scènes qui chronologiquement se passent avant, mais après tu as des histoires qui se passent
qui se passe après, alors que tu as des personnages qui sont censés être morts que tu revois, donc tu peux être perdu. Il y avait je sais pas, un youtubeur un peu célèbre qui disait ouais mais tu sais en fait Pulp Fiction tu le mets dans leur chronologique, il est pas intéressant, et tu fais bah oui mais en fait c'est juste toute la spécificité de Pulp Fiction, c'est qu'il brise les codes, que ce soit dans l'écriture des personnages, que ce soit dans les dialogues, que ce soit dans donc la structure narrative qui justement peut-être prend un nouveau sens en construisant sa narration de cette façon. On a déjà voilà le style Tarantino qu'on avait déjà pu voir dans Reservoir Dogs avec ces scènes de dialogue à rallonge qui des fois qui sont super bien construites avant cette dose de violence qui t'éclate à la tronche d'un coup comme ça. On le voyait dans Reservoir Dogs, on le verra par la suite dans Django Unchained par exemple, qui est un film aussi que j'aime énormément. Toi déjà quand t'as vu Pulp Fiction pour la première fois, c'était t'en as déjà un petit peu parlé, mais c'est quoi vraiment qui t'avait vraiment choqué dans la mise en scène du cinéaste? La structure du récit non linéaire comme ça, enfin, j'avais trouvé ça hyper impressionnant parce que il y avait quand même pas beaucoup de films qui le faisaient ça. Et puis le casting, j'avais déjà un bagage, je connaissais les acteurs et franchement les mettre tous dans ce film-là, je trouvais ça assez fou. J'avais été sensible à la musique. C'est vrai que Tarantino, il a toujours ce truc pour avoir tout le temps une soundtrack, un choix de musique qui est toujours mis au bon moment. Ça, je trouve qu'il a une capacité, mais dans tous ses films, toutes ses BO, elles sont, je les trouve vraiment hyper bien travaillées et d'autres plus que, enfin, genre Pulp Fiction, Reservoir Dog, un peu moins, c'était lequel aussi qui m'avait bien plu, les Kill Bill, mais Pulp Fiction c'est vraiment je crois mon chouchou, voilà. Et tu l'as très bien dit, c'est que Tarantino, il y a une expression qui définirait bien son travail, c'est le calme avant la tempête. Ce qui image très bien son style, c'est vraiment la scène finale de Once Upon a Time in Hollywood. T'as un truc latent chez Tarantino et d'un coup ça te pète à la tronche, et en fait c'est ça aussi qui m'avait plu dans ce film, c'est moi j'avais aimé les dialogues. Alors certes c'est pas des dialogues qui font avancer l'histoire chez Tarantino, contrairement aux films qu'on voit des années 80-90 où c'est des répliques un peu toutes faites pour faire avancer l'histoire. Là Tarantino il prend son temps et en fait il te montre juste des scènes habituelles, des scènes de tous les jours. Enfin, tu vois, dès l'ouverture, c'est des truands, ils vont buter des gens. Ils pourraient parler de s'ils ont bien calibré leurs flingues. Non, ils parlent d'hamburgers, de bière qu'on boit en France et de massage de pied. Je sais pas. Même avant ça, t'as déjà le plan d'ouverture avec Tim Roth et sa copine dans le restaurant, qui après fait la connexion avec la scène finale. Et je trouve ça hyper intelligent, ce genre de dialogue. Et moi, les dialogues comme ça de Tarantino, mais ils me prennent. Il y a des gens, ils adhèrent pas parce qu'ils trouvent que c'est longuet, que ça fait pas avancer l'histoire. Mais moi, pour moi, je me régale. Et je me souviens quand j'avais vu Pulp Fiction, le monologue de Christopher Walken sur la montre. Sur la montre. Et en fait, en l'ayant revu hier, elle est un peu découpée en deux parties où t'as la première partie qui est hyper nostalgique. Et d'un coup, Christopher Walken, il change totalement de ton. Et il dit, ouais, et ton père, du coup, il a dû la cacher dans son cul. Et du coup, ça part dans un... Et c'est hyper drôle. Et c'est hyper bien fait. Déjà, c'est hyper bien interprété. Et c'est hyper bien écrit. J'avais adoré le rapport à la musique, la scène de danse que je trouve culte. Et d'ailleurs, la scène entre Mia Wallace et Vincent Vega au restaurant, elle est... Je crois que je la connais par cœur. J'étais insupportable hier. Une petite par cœur et tout. Et souvent, quand j'étais jeune, le film à l'endroit, dans l'ordre exact, je l'avais déjà fait. Et des fois, juste pour le délire, je pouvais juste me dire, tiens, je regarde juste le chapitre avec Mia et Vincent. Tout cet aspect-là qui m'a... Et puis, c'est hyper drôle. Le tabuter Marvin à l'arrière de la voiture, ça me fume à chaque fois. Tu t'y attends tellement pas. Et en plus, Samuel Jackson, il capte même pas pendant longtemps, quoi. Jusqu'à qu'il se nettoie, je dis putain, il a encore des bouts de boyaux dans les cheveux, dans les oreilles. C'est tellement malaisant. C'est tellement malaisant. Même, tu sais, quand t'as Mia, tu sais, quand ils font la scène de la danse, ils sont au micro. Vous pouvez vous présenter. Alors, Mia Wallace et votre ami Vincent Vega. C'est encore plus marqué dans la version originale.
tu l'entends plus. Dans la version française, elle prend une voix, mais cette Ouais, scène-là, c'est plus sympa. ouais, j'ai regardé aussi en VO. Ce Et, qu'il a et d'ailleurs, Vas-y. VO ou VF pour Pulp Fiction? Moi, je suis les Je deux. Hein. Ouais, Vraiment. ouais, je suis pareil. Moi, je suis pas hein, sur le doublage. Hein. Moi, ça reste quelque chose Ah non, moi non. de très important parce que déjà, bah, c'est un métier comme un autre. Il faut bien vivre. Et puisqu'on a quand même, toi, comme moi, on est un peu dans le rétro. On a quand même connu de très belles VF qui nous ont marqué. Je la trouve très bien aussi, bien aidée aussi par un casting et justement avec des doubleurs bah, qui sont du coup, qui sont presque aussi populaires que leurs acteurs pour certains. Donc sur ça, moi, j'ai pas de problème. Franchement, Pulp Fiction, ils ont une très bonne VF. Sur ça, j'ai pas de souci. En fait, ça joue sur mon état d'esprit. Si je me sens bien à regarder le film en VO, je le regarde en VO. Sinon en VF, ça me dérange pas plus que ça par rapport à ce film-là. Je voulais revenir aussi à Tarantino, c'est que la grande force, c'est que comme nous, c'est un gros cinéphile assumé. C'est un mec qui a regardé énormément de films, aussi bien des chefs-d'œuvre que des séries B, que des zéderies. Et ce que le mec, il arrive dans ses films à des fois. Peut-être il va avoir une série B toute pourrie, mais la super scène, la super idée qui va peut-être durer 10 secondes, il va réussir à la mettre dans son film. Et je trouve que ça va être une accumulation de références qui vont super bien se mélanger dans son film, tu vois. Ça, sans tomber dans le côté méta qui peut être un petit peu gratuit, genre le côté fanservice, où il s'y connaît dans les différents genres. Le film de gangster, le film de kung-fu, le western, il en comprend les codes, il en comprend le sens. Et du coup, bah, par exemple, j'avais un ami, quand on avait regardé Django, qui est un peu une modernisation du Django de Sergio Corbucci, voilà, donc la version des années 60. Lui aussi, pareil, les westerns, c'est pas trop son truc. On est sorti de Django, il me dit, putain, j'ai envie de me regarder des westerns maintenant. Tu vois, c'est pareil. Et il était pareil, il n'était pas habitué aux films de kung-fu. Il avait découvert par la suite Kill Bill, il me dit, en fait, les films de kung-fu, les films de sabre, ça a l'air vachement bien. Je dis bah oui. Voilà. Et quand t'as un mec justement qui a une vision, qui a vraiment un auteur Tarantino et qui propose du cinéma référencé sans tomber dans la gratuité, le fanservice, qui comprend les codes, bah tout de suite, ça te fait des œuvres de cinéma qui donnent en fait envie d'ouvrir des portes sur un cinéma auquel t'es pas forcément familier et ou auquel tu peux découvrir des petites pépites, tu vois. Bah, Kill Bill, j'ai adoré. J'ai adoré Django. Alors que c'est pas des genres de base que j'affectionne particulièrement, mais parce qu'il y a Tarantino qui apporte sa patte. Tu disais que son cinéma, il était très référencé, et je suis d'accord avec toi qu'il le fait de manière hyper intelligente. Mais c'est vrai qu'il y a des gens qui ont tendance à le traiter un peu d'escroc parce que finalement, il reprend des idées par-ci, par-là pour faire un peu ses films. Mais moi, ça me choque pas. Quand tu vois qu'aujourd'hui, on fait des énièmes remakes, qu'on fait suite sur suite et qu'en fait, ils trouvent rien d'original à raconter, bah, au moins Tarantino, oui, pioche. Et en plus, il va piocher dans des films qui sont pas non plus hyper connus. Parce que comme tu dis, il regardait beaucoup de séries B, voilà, quand je lis des articles sur Tarantino, sur ses références cinématographiques et tout, moi, la plupart des films qui cite, bah, y en a que je connais pas du tout, que je verrai peut-être jamais et tout. Enfin, il a une culture, ce gars, il m'impressionne. Et tant mieux s'il arrive à prendre des idées comme ça de films peu connus que les gens iront pas voir et qu'il arrive à en faire quelque chose. Il est pas dans la citation gratuite, parce que justement, Non. t'as certains cinéastes aujourd'hui qui reprennent des scènes de films qui les ont marqués, mais tu regardes le film, tu dis ouais, en fait, c'est bien, t'as l'impression que t'as mis cette scène parce qu'elle t'a marqué, mais finalement, elle apporte pas grand-chose à l'histoire, alors que justement, tout ce que Tarantino pioche dans ce qu'il a marqué, ça sert le film, ça sert l'histoire, ça sert le propos, ça sert justement sa narration un petit peu qui est quelque peu à éclater, même si Pulp Fiction c'est un peu l'exception parce que dans les autres c'est quand même une narration assez linéaire, on tue un personnage, il y a les enjeux et tout ça. C'est vraiment Pulp Fiction qui a un petit peu une narration éclatée. Reservoir Dogs aussi joue un petit peu sur les flashbacks. Malgré tout, bah, c'est quand même aussi une maîtrise de l'écriture parce que Tarantino, bah, Pulp Fiction, il a quand même eu l'Oscar du meilleur scénario. Donc, pour oublier qu'à l'époque, le film de gangster, c'était plus un genre très en vogue. Il a réussi vraiment à le redynamiser un petit peu. D'ailleurs, je crois à ce moment-là aussi, il y avait un film qu'il avait écrit et qu'il pensait réaliser. Et finalement, il est parti sur Pulp Fiction, un film que j'avais aussi chroniqué, un film de Tony Scott qui s'appelle True Romance, qui est un film magnifique. Pareil, un casting de dingue. Hein. Tu parlais t'avais Christopher Walken, t'avais Gary Oldman dans un rôle complètement taré, enfin bref. T'as Brad Pitt, t'as plein d'acteurs connus, ouais. Et pour la petite anecdote, je sais pas si tu savais, mais
Pour la fin, je crois qu'ils ont engagé un autre scénariste, ou je sais plus trop ce qui s'est passé, parce qu'en fait, Tony Scott, il voulait un happy end, Oui. et Tarantino, il voulait pas de happy end. Et pas- Et ouais, du c'est coup, ça. il avait dit, bon, bah, moi, je me casse, quoi. Moi, je trouve que la fin de True Romance, elle est magnifique. Et Oui, c'est oui. tellement Ah rare oui. d'avoir de telles histoires d'amour auxquelles j'arrivais encore à m'impliquer, quoi. Mm. Bah, après le duo, hein, Tristan Slater, c'est Rosanna Arquette, hein, je crois que c'est Rosanna Arquette qui joue sa copine. C'est Rosanna? Je Non, sais c'est plus. Patricia. Patricia Arquette, pardon. Rosanna, elle joue dans Pulp Fiction. C'est celle qui joue Oui, celle avec les piercings là sur le nez. oui. Au niveau des personnages, donc on parlait il y avait Vincent, il y avait Jules, il y avait Mia, il y avait Butch. C'est lequel le segment qui t'avait qui t'avait le plus marqué et quel est le personnage auquel tu étais le plus attaché peut-être? Le personnage de Mia Wallace, il me plaît, malgré le fait qu'elle soit femme de gangster, je trouve que c'est une figure qui est assez forte et qui ne se laisse pas faire dans le sens où, en fait, moi j'aime bien cette scène quand Vincent il arrive dans la villa. Et il y a une sorte dans la mise en scène, le fait qu'on ne la voit pas tout de suite, qu'elle le surveille via les caméras, tout ça. Pour moi, il y a une sorte de prise un peu de pouvoir. Et en fait, pendant toute la scène, elle le mène un peu à la baguette, quoi. Il y a une sorte de truc un peu elle a un peu l'ascendant sur lui et tu vois qu'elle est bien dans ses bottes. Elle est pas gênée, tu vois. Elle le regarde, elle est en face de lui. Je veux danser, on va danser. Enfin, c'est plutôt cool de voir un personnage comme ça On a un peu une présentation bateau des personnages et en fait le truc c'est que plus on les découvre, plus petit à petit en fait on arrive un petit peu à cerner un petit peu leur personnalité, je trouve. Ouais, Mia Wallace, j'aime bien. Et puis j'aime bien le duo Jules et Vincent. Parce que c'est des gangsters. Ils sont censés être détestables. Ils sont censés... alors que, non, on les aime bien, en fait. Enfin, John Travolta, c'est un peu le mec... Enfin, il est là, mais c'est pas trop... Ouais, tu vois. Il y a un mème sur Internet Oui. comme ça. Enfin, il est hyper drôle. Enfin, oui, voilà. Et puis même quand, tu vois, moi, son petit monologue dans les toilettes, quand Mia, elle fait son overdose et lui qui est dans les toilettes, enfin, qui se parle à lui-même, je le trouve hyper drôle. T'as un truc, même Tu rentres chez toi, tu t'astiques et tu t'endors. Ouais, mais mourir de rire quand ils font la bourde avec Marvin dans la voiture et que Oh là là. t'as Harvey Keitel, on dirait que c'est le père qui engueule ses gamins quand ils changent de vêtements, qu'ils se font passer au jet d'eau et qu'Harvey Keitel il dit à Tarantino, ils ont l'air de quoi ils ont l'air cons, ils ont l'air de deux gros cons. On dirait qu'ils vont jouer un match de volleyball. Mais oui, et en plus, ils se font insulter par un gars qui est dans sa maison, tranquille, qui a sa petite vie et tout. Et... Alors qu'eux, c'est censé être les gangsters, c'est censé être eux le danger et eux qui font peur, tu vois. Enfin, c'est vraiment deux personnages que j'aime trop et c'est d'ailleurs eux qu'on retient principalement, je pense, quand on pense à Pulp Fiction. Ah, t'as aussi un petit peu ce monologue t'en parlais de Samuel Jackson, tu sais, au début quand il débarque dans le Européen là pour récupérer la mallette et genre il dit ouais. Putain, il a l'air bien ce hamburger, le mec, je peux goûter, le mec il mange presque la moitié du burger, tellement pas de respect. Et puis, tu permets que je puisse prendre un petit schluck de Sprite. Ouais. Et il finit le truc, et voilà. Sans gêne. Il est un peu plus impressionnant, tu vois. Ouais. Même quand il dit à l'autre, toi, tu parleras quand on t'aura sonné et tout, t'emmènes pas large, hein, il est un peu impressionnant. Mais c'est ce contraste où, en fait, le mec, c'est un nounours, en fait. Et puis tout ce délire de miracle aussi. Normalement, ils sont censés se faire buter Oui. et ils sont là. Par contre, j'ai l'impression que le segment avec Bruce Willis sur Butch, j'ai l'impression que il t'a pas trop marqué. T'en parles pas trop de ce segment-là. Non, en fait, j'avoue que quand vous regardez... Franchement, Pulp Fiction, je crois que je le regardais vraiment beaucoup. Et en fait, il y a des fois, je passais ce passage-là parce que je trouvais que c'était le moins intéressant. Butch, je trouve que c'est le personnage, justement, on parlait de Vincent et de Jules, Ouais. qui sont hyper attachants. Mais Butch, je trouve que non. Tu vois, il a buté un mec, ouais, je m'en fiche, tu vois. Enfin, c'est... Hormis quand il est avec Fabienne, où il est hyper tendre avec elle. Et puis c'est vrai que d'un coup, d'un seul, tu pars dans un délire, mais c'est
c'est hyper glauque. Tout ça pour récupérer la montre que sa copine a oubliée. Bah oui, et c'est un truc c'est la scène qui me touche le moins. Après, en l'ayant revu hier, je trouve ça drôle quand il remonte pour chercher une arme, il prend le marteau, puis en fait, non, après il change, il prend une batte, puis après il prend la tronçonneuse. Et en plus, moi, j'ai trouvé ça assez référencé parce que la tronçonneuse, ça m'a fait penser à Massacre à la tronçonneuse. Ou Evil Dead. Oui, ou Evil Dead, oui, on peut. Mais après, il va prendre le katana et tout. Et je trouve l'expression du visage de Bruce Willis à ce moment-là, elle est hyper drôle. Mais oui, c'est la scène qui me touche moins. Et je pense que ça m'avait peut-être choqué à l'époque. Bon, des années après, j'ai capté que du coup, c'était une référence à Délivrance. Je sais pas si tu l'as vu, Délivrance. Oui, je l'ai vu. Cette scène de V, je vais pas dire le mot parce que sinon YouTube, on va avoir des problèmes. Oui, mais du coup, et en plus, c'était la première scène de V homosexuelle à l'écran, en plus, je crois. Ça avait choqué. Et du coup, Tarantino, il s'est inspiré de ça et tout. Version Avec plus... Avec le personnage de Z, qui est joué par le regretté Peter Green, qui nous a quittés il y a pas longtemps. Qui jouait dans The Mask aussi. C'est la partie qui me touche un peu moins. Je la trouve... Pourtant, j'aime bien quand ça part un peu en cacahuète, mais je sais pas. Je pense que... Par contre, c'est vrai que autant peut-être t'es pas plus attaché avec ça à ce segment. Par contre, c'est vrai quand même que Bruce Willis dans le film, il fait quand même une sacrée performance quand même. Je trouve vraiment excellent. Quand t'as l'accident, il a la gueule en sang, et puis il y a tout ce délire où ils sont en train de stresser tous les deux dans le sous-sol. Tu dis voilà, mais dans quel délire ça va partir. Et puis malgré tout, il peut peut-être être un petit peu détestable parce que justement ce que tu as dit avec le combat de boxe où il a tué sans faire attention, même s'il dit bon, je suis désolé Floyd, voilà, mais il aurait très bien pu laisser Marcellus dans la merde, et finalement il fait quand même demi-tour, tu vois. Il a quand même un petit peu un sens de l'honneur. Il se dit ouais, mais attends, je peux pas le laisser se faire élargir l'horizon pour rester poli. Et il vient quand même l'aider, donc il y a quand même un attachement un petit peu sur ses agissements, même si justement bon, pour les gens qui nous écoutent, il y a Péremption, ça fait 30 ans qu'il est sorti. Oui, j'avoue. Voilà, mais où justement avant tu parlais du personnage de Vincent Vega, qui est quand même le perso le plus cool du film. Il a buté Vincent, tu te dis ah punaise, t'as tué le meilleur perso du film, tu vois, ça me fait chier. Mais et à côté de ça, bah il se passe tout ça, quoi. D'ailleurs, cette scène elle est extra. Vincent, il meurt vraiment comme un con. Enfin, oui, c'est trop bizarre parce que le personnage de Butch, il rentre dans son appartement, il fait quand même un bruit de dingue, il met le pain toasté, tout ça. L'autre, il est au shot, il a pas entendu ou quoi? Je me suis fait la même réflexion hier quand je l'ai revu. Je me suis dit, mais en fait, il entend pas, il fait un bruit de fou. Juste après, où il retrouve Marcellus, qui, comme par hasard, tu sais, t'as le feu, il est là. Et tu vois Marcellus qui traverse, là, il vient d'acheter son pain, tu dis. Oh punaise l'enfoiré. Ok. Bon après je sais pas toi, mais c'est vrai que moi du coup c'est la scène, je la trouve sympa, mais c'est pas la scène que je préfère. Après c'est vrai qu'il à certains moments il peut paraître un petit peu long parce que t'as tout le segment, il retrouve sa copine à l'hôtel, et ils sortent de la douche, ils font leur gymnastique, voilà. Ouais, et et c'est vrai que ça paraît un petit peu long, tu dis j'adore le film, mais peut-être que tu aurais pu raccourcir un petit peu le montage pour nous remettre un petit peu les autres personnages, parce que pareil, alors certes, ce que j'adore dans ce segment, c'est ce qui se passe avant, justement avec le personnage de Christopher Walken qui lui raconte l'histoire de la montre. Ça c'est excellent, tout ça pour que tu dis ah ouais, en fait elle a oublié ma montre, je vais revenir exprès, peut-être me mettre en danger, et puis il se passe tout ça. Maintenant ça n'enlève à rien que le segment est bien foutu, Bruce Willis, Vine Grahams et tout ça sont excellents, mais c'est vrai que t'as plus envie de retrouver Vincent Vega et Jules, toi, t'as envie de revenir, t'as envie de les revoir, quoi. Au film, donc, il a été multi-récompensé, budget à peu près de, si je dis pas de bêtises, de 8 millions de dollars, ce qui est pas beaucoup quand tu vois le casting. Ouais, ça doit être dans ces eaux-là, ouais. Et il va en rapporter 212 à travers le monde. Donc c'est quand même un méga carton qui va clairement lancer la carrière de Tarantino, va relancer la carrière de certains acteurs, hein, notamment Bruce Willis qui avait un petit peu du mal pendant 1 ou 2 ans, même John Travolta aussi, hein, depuis La Fièvre du samedi soir et 1 ou 2 autres films. C'est vrai que sa carrière était un petit peu en stand-by, donc ça va un petit peu redynamiser leur carrière. Même aussi Samuel L. Jackson, hein, je sais qu'il a
Je crois 1 an auparavant, il avait un petit rôle dans Jurassic Park. Mais c'est pas pour ça qu'on se souvient de ce film. C'est vraiment ce film-là qui va le lancer, Uma Thurman, et puis voilà. On est bientôt sur la conclusion. Est-ce que je vais te donner un petit peu le mot de la fin pour Pulp Fiction, peut-être pour les gens qui n'auraient jamais vu Pulp Fiction, honte à vous. Qu'est-ce que tu leur donnerais comme conseil, genre allez voir Pulp Fiction parce que... Voyez Pulp Fiction parce que c'est un film qui renverse les codes habituellement qu'on voit au cinéma. Parce qu'il est porté par un casting qui est incroyable et par en plus un réalisateur. Tarantino, il n'était pas très doué à l'école. Il a regardé beaucoup de films. Il avait travaillé dans un vidéoclub avant de se lancer dans la réalisation. Ouais, et il a travaillé même dans un vidéoclub il a travaillé dans pas un sex shop, mais un truc de film porno, je crois. Au tout début qu'il a commencé, et il disait, j'aimais pas ça le porno, j'aimais les films, juste les films. Mais du coup, voilà. Mais du coup, oui, et puis il s'est fait tout seul en rencontrant des gens, voilà. Donc c'est un bon exemple, et moi je sais que je me reconnais un peu en lui, le mec qui regarde à balle des films et qui se nourrit, sa cinéphilie et tout ça. Et je trouve qu'on le ressent vachement dans ses films. On sent que c'est quelqu'un qui aime le cinéma. Je pense que Pulp Fiction, c'est vraiment l'un des rares films où vraiment il représente parfaitement la définition du film culte, je crois. Vraiment l'un des films qu'il faut voir absolument dans sa vie. Et puis tu parlais, je pense pour finir avec ça, je pense que Tarantino, tu sais, c'est vraiment c'est le mec, c'est le genre de pote que tu as envie d'avoir. Tu sais, t'aimes le cinéma, le mec il est calé en cinéma, tu as envie de parler cinéma avec lui pendant des heures sans t'arrêter, tu vois. Je pense que ça doit être le type de pote que tu as envie d'avoir, tu vois. Exactement. Ça m'a permis un petit peu de mieux te cerner, de mieux te connaître, de voir qu'on partage beaucoup de choses en commun, et ça fait énormément plaisir. Ton compte, le petit vidéo club, tu es surtout sur Insta. Est-ce que peut-être par la suite tu comptes te lancer dans la critique, ou en tout cas, est-ce que tu vas te lancer sur YouTube? Est-ce que c'est peut-être un projet qui va se développer cette année? Alors YouTube, oui, c'est un projet que j'ai déjà depuis un petit moment en tête. Mais d'abord, j'ai tâté le terrain un peu sur Instagram, et je me suis dit commencer avec un peu des petits formats pour montrer un peu mon amour pour le format physique, pour faire des petites vidéos en rapport avec le cinéma. Et sur YouTube, j'aimerais faire de la critique et juste en fait faire connaître principalement des films pas connus, peu connus, ou des films qu'on a un peu oubliés, et faire un peu de critique de films actuels, mais plus sur Instagram du coup. Vraiment la chaîne YouTube vraiment consacrée au format plus long, et puis vraiment aux reviews de films que personne ne connaît, ou voilà. Parce que je trouve qu'il y a beaucoup de critiques là sur, il y a eu Marty Suprême, et c'est génial, il en faut. Enfin, moi j'en vois partout. C'est bien d'avoir les idées d'un peu tout le monde. Mais il y a tout le monde qui le fait. Alors que, je sais, mes 2 dernières vidéos, en tout cas à l'heure où on tourne cet entretien, c'est ma critique de Marty Suprême et Scream 7, tu vois. Donc j'ai dit, t'es en train de me critiquer, Tiffany. Non, mais c'est cool. Mais c'est juste moi, du coup, les autres le font. Donc moi, je me sens pas de le faire, parce que l'avis que je vais avoir, par exemple, tu auras peut-être le même, ou je me dis, les gens, ils ont peut-être pas envie d'entendre un énième avis, alors que faire découvrir un film qui est pas connu du tout, qu'on trouve un peu bancal sur YouTube ou quoi, ça me fait plus kiffer que de... Enfin voilà. Bien sûr, je suis totalement d'accord. C'est vrai que par exemple l'année dernière, moi, des critiques sur les sorties ciné, j'en ai pas fait beaucoup. Là, j'ai fait Marty Suprême et Scream 7 parce que j'ai créé en parallèle une vidéo un petit peu plus longue, et je me dis, j'essaie quand même toujours d'avoir au moins un truc, en tout cas minimum par semaine. Donc voilà, je me dis, bon, j'ai pas le temps de faire ça. En tout cas, j'aurai pas le temps de la finir. Je fais une critique sortie ciné pour au moins avoir quelque chose pour la chaîne chaque semaine. Maintenant, oui, je suis comme toi, je fais des Mister Cultes sur des vieux films, des Vlad du Zomblard, des lives ou d'autres concepts. Je fais aussi des vidéos sur les acteurs, sur les projets cinéma, ces films que vous ne verrez jamais, où je parle de projets ciné qui ne se sont pas faits. Donc, j'essaie toujours de varier un petit peu le contenu. Je suis toujours en fait en quête de recherche de nouvelles idées. C'est vraiment pour ça, quand je me suis lancé sur YouTube, je dis, j'ai pas non plus envie de faire que de la sortie ciné. Je veux vraiment parler du cinéma au sens large. Et je vois que tu as aussi envie de prendre cette direction. Donc, en tout cas, moi, je t'encourage à poursuivre dans cette voie. Et puis, de toute façon, je veux dire, on a quand même une certaine bienveillance sur YouTube, en tout cas avec mes confrères YouTubeurs.
que je connais depuis des années et que je salue s'il nous écoute. En tout cas, voilà, Tiffany, maintenant, ça fait à peu près 1 mois, 2 mois qu'on se connaît. C'est toujours un plaisir de discuter avec toi et j'espère par la suite que si voilà, il y a d'autres vidéos, d'autres lives, ben, tu seras présente et que quand tu seras prête à te lancer sur YouTube, en tout cas, si tu as besoin de conseils ou tu as besoin de quoi que ce soit, en tout cas, moi, je serai là et je pense que les autres seront là aussi pour te conseiller. Voilà, parce que je pars du principe qu'il faut quand même, faut pas se diviser, faut se soutenir. C'est vrai qu'on est très nombreux sur YouTube, mais c'est pas pour autant que chacun doit penser à lui et je pense qu'on peut aussi y trouver son compte en étant soudé. En tout cas, moi, je pars de ce principe-là. C'est adorable parce que moi, c'est des questions que, avant de me lancer sur les réseaux et tout, parce que on voit beaucoup le négatif. Plus pour une femme. C'est Oui. pas méchant de dire ça, mais Non, mais vrai. c'est réaliste, hein. Moi, j'avais assez peur de ça aussi. Et finalement, bah, grosse surprise, hein, c'est que j'ai énormément de bienveillance, je reçois des messages trop gentils. Enfin, j'ai dû avoir 2 fois des trucs un peu chelous, mais et puis rien de trop alarmant, tu vois. Mais Ouais. en fait, je suis surprise de ce qui m'arrive en ce moment. Enfin, je sais pas, j'étais invitée sur des lives pour parler de cinéma. Moi, ça me donne envie de faire des lives aussi parce que je trouve ça trop cool. Du coup, quand tu m'as demandé un film, j'ai dit Pulp Fiction et tout. J'ai dit bah tu sais quoi, juste pour le kiff de parler de Pulp Fiction, du film. En plus, du coup, toi, tu t'adores aussi. C'était trop bien, tu vois. Et c'est vrai que je suis agréablement surprise de toute la bienveillance et de la gentillesse, en fait. Je pensais pas, mais oui, du coup, il y a aussi il y a quand même beaucoup de bons côtés. Bah écoute, je pense que ça va être le mot de la fin, ainsi que cet entretien ciné se finit donc sur Tiffany, alias le petit vidéo club. Tout remercie encore d'avoir accepté mon invitation merci à toi. et de rien, et que maintenant avec tout ce qu'on s'est dit, bah écoute, je te souhaite le meilleur vraiment pour la suite, pour tes projets. J'espère que tout va se concrétiser et puis bah écoute, j'espère qu'on te reverra rapidement. De toute façon, pour les gens qui ne te connaissent pas, je mettrai le lien vers ton profil sur ton Insta, dans la description. Alors, je voulais juste savoir, outre Insta, on peut te suivre où autrement aussi? Pour le moment, je suis que sur Insta, j'ai YouTube, mais j'ai encore rien publié dessus. D'accord. Voilà. Peut-être incessamment sous peu, mais voilà. J'espère te retrouver prochainement et merci aux gens qui nous ont écoutés. J'espère que ça vous a permis un petit peu d'en découvrir un petit peu plus sur le petit vidéo club et que vous soutiendrez son travail. D'ici là, bah écoutez, bonne journée à vous. J'espère que cette vidéo vous a plu. D'ici là, portez-vous bien, allez voir des films. Ciao.